Salut, bonsoir à tous. C'est l'heure du débat sur le grand rendez-vous. Merci à vous de nous rejoindre. Aujourd'hui, on passera en revue les faits de l'actualité au Bénin avec nos chroniqueurs. Nous aborderons au cas par cas ces sujets qui retiennent les attentions dans l'opinion. Au sommaire, le vent des élections générales souffle, mais le pays se tient toujours au bord du vide, de l'inconnu et attend toujours les grandes annonces politiques. Retour sur ces prises de parole sporadiques, ces actions et réactions lorsque la présidentielle de 2026 est évoquée. Et dans la troisième demi-heure, nous évoquerons le quotidien de la femme béninoise. Mars est associé à la Journée internationale des droits des femmes. Omar Salouf, dans son édito du jour, s'intéresse à leur autonomisation, à l'analyse des politiques mises en œuvre ces dernières années. Des progrès, des gains, on fera le débat. Bienvenue. C'est d'abord la météo politique et vous êtes avec nous, Alberto Mardochegounou, bonsoir. Bonsoir, Christian Darida, amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes intéressé au rôle et à l'influence que peuvent avoir les anciens chefs d'État sur la scène politique, notamment dans la gestion des affaires publiques une fois qu'ils quittent les affaires. Ces figures emblématiques continuent-elles d'impacter et dans quel but et pour quels résultats? C'est ce que nous allons découvrir avec vous. Alors, une question que je dirais banale. Un ancien président de la République, c'est qui? Il s'agit, Christian Dardidan, d'une personnalité ayant exercé la fonction suprême de l'État et ayant quitté ses fonctions soit à l'issue de son mandat constitutionnel, soit par démission ou pour toute autre raison prévue par la loi. Dans le contexte béninois, cela inclut également les chefs d'État ayant dirigé le pays sous ses anciennes appellations historiques, notamment le Dahomey. Justement, ce Dahomey est indépendant devenu République populaire du Bénin, ça en rappelle très rapidement, le 30 novembre 1975, avant de prendre son nom actuel Bénin, après la fin du régime marxiste-léniniste en 1990. Alors, de tout ce parcours, Alberto Mardochegounou, vous avez pour nous une revue des anciens présidents qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. Oui, des grands noms. On peut en citer. Hubert Koutoukou Maga, de 1960 à 1963, fut le premier président du Dahomey indépendant. Il a été destitué à la suite d'un coup d'État. Sourou Miga Piti, 1964 à 1965, a vu son mandat interrompu par des troubles politiques, un peu comme Justin Tometi Aoumarigui, qui a gouverné le pays de 1965 à 1967, président par intérim. Il a été démis de ses fonctions des suites d'un coup d'État. Émile Derlin Zissou fut président de 1968 à 1969 avant d'être destitué par un coup d'État. Arriva ensuite en 1972 la prise de pouvoir de Mathieu Kérékou par un coup d'État, un date décisif qui a mis fin justement à plus d'une décennie d'instabilité et qui a conduit le pays au renouveau démocratique en 1990. Il est revenu au pouvoir et a dirigé le Bénin de 1996 à 2006. Entre-temps, Christian Adareja, il faut préciser que le Bénin a connu le règne de Nicéphore Souglou de 1991 à 1996. Il est le premier président élu démocratiquement après la conférence nationale de 1990. Et comme ancien président, nous avons Thomas Abouni Yahi qui a dirigé le Bénin de 2006 à 2016. Il est l'actuel président du principal parti d'opposition, les démocrates. Et ces anciens présidents ont-ils un statut institutionnel d'anciens chefs d'État? Belle question. La Constitution béninoise, en son article 48, garantit une pension spéciale aux anciens présidents. Cependant, ceux déçus par la Haute Cour de justice sont exclus de ces avantages. De plus, la loi numéro 2009-18 du 15 juillet 2009 précise les pensions et autres privilèges accordés à ces anciens dirigeants. Revenons à présent à la question, cette question que vous vous posez. Quel rôle jouent les anciens présidents du Bénin après avoir quitté le pouvoir? Ce qu'on observe généralement, ils sont très souvent dans la médiation diplomatique. Ça, c'est le premier rôle. En exemple, en août 2024, les anciens présidents Nicéphore Souglou et Thomas Abouni Yahi ont été sollicités pour une médiation entre
le Bénin et le Niger depuis le coup d'État de juillet 2023 à Niamey. Nicéphore Soglo est resté actif. Ça, nous sommes déjà dans le deuxième rôle qui s'appelle l'engagement politique. Je disais tantôt que par exemple, Nicéphore Soglo est resté actif en politique après sa présidence. Thomas Bouni-Yaï, quant à lui, après sa présidence, a été élu en octobre 2023 à la tête du parti Les Démocrates lors de son premier congrès ordinaire, montrant ainsi sa volonté de rester un acteur politique majeur. Il est important de noter à nos amis téléspectateurs que les anciens présidents du Bénin n'ont pas un rôle officiel en tant que tel une fois leur mandat terminé. Leurs influences dépendent de leur reconnaissance par les institutions en place, les acteurs politiques et la population. Les anciens présidents déchus par la haute cour de justice sont privés des privilèges accordés par la constitution de notre pays. Nous n'en avons pas ce cas jusqu'à présent. Faisons à présent, dans cette météo politique, le point des faits marquants de l'actualité de la semaine. Et puis, nous avons cette interview de l'ancien président, maire Nicéphore Dieudonné Soglo. L'ancien président Nicéphore Soglo s'est exprimé récemment sur Radio France Internationale avec un message fort. Il réclame la libération immédiate de tous les prisonniers politiques au Bénin, une condition qu'il juge essentielle pour restaurer pleinement la démocratie et l'état de droit. Et ce n'est pas tout. Le président Soglo annonce une nouvelle visite au Niger sur invitation du général Tiani, président de la transition. Il sera accompagné du président Bouni-Yaï pour discuter de la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. On parle également de candidature aux primaires chez les démocrates. Apparemment, les positionnements ne sont pas encore acceptés. Dans un communiqué officiel rendu public le 7 mars dernier, le parti politique Les Démocrates a fermement condamné l'utilisation abusive et illégale de son logo par des tiers à des fins de propagande électorale pour la présidentielle de 2026. Le communiqué vient quelques jours après l'enregistrement de la candidature de l'un de ses militants, Achille Pacom Loko, pour les primaires du parti. Et puis cet atelier de réflexion sur le code électoral qui s'est tenu le 12 mars 2025, c'était au Champ d'Oiseau à Cotonou. L'objectif principal, examiner en profondeur les imperfections du code électoral promulgué en mars 2024 et surtout plaider pour sa relecture avant les élections générales prévues pour 2026. Pour les participants, l'application de ce code sans un large consensus national pourrait mettre en péril la paix au Bénin. Et puis on va parler à présent du bloc républicain avec cette innovation. On parle du café BR. Le bloc républicain a lancé le 6 mars 2025 une nouvelle initiative intitulée Café BR. Ce cadre d'échange et de réflexion a pour objectif de renforcer la participation des femmes à la vie politique. Ah, Boumé-Calavi, oui, puisque c'est l'actualité. On parle de l'arrondissement de Glodjibé qui a une nouvelle chef. Puni pour avoir critiqué la gouvernance du président Patrice Talon, alors que son parti, l'UPR, est de la majorité présidentielle. Le CA, Gilbert Setondi Boko, est remplacé par la conseillère communale Jeanne Assoclé. Elle a été désignée le 7 mars 2025 et installée en début de semaine. Et voilà, il y a des sujets ici qui feront l'objet de discussion tout à l'heure avec nos chroniqueurs en plateau. On va boucler avec la carte politique. Comment se présente-t-elle sous votre regard? Grand soleil éclatant sur l'Union progressiste cette semaine, et à cette date, il faut dire que le ciel semble être dégagé pour l'UPR qui multiplie les tournées politiques sur l'ensemble du territoire national. Le parti renforce méthodiquement ses bases comme un soleil qui ne laisse aucune zone dans l'ombre. Éclaircie stratégique pour le bloc républicain, une percée ensoleillée dans un ciel légèrement voilé. Ce ciel n'est pas encore complètement dégagé. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour transformer cet éclat timide en une véritable saison de succès électoral. Nuages persistants pour les démocrates, le ciel est couvert pour les démocrates, les vents contraires des réformes électorales continuent de souffler ensombrissant leurs horizons. L'espoir d'un arc-en-ciel demeure, mais la tempête n'est pas encore maîtrisée. En résumé, Christian Adandidjan, l'UPR domine un ciel bleu, l'UPR cherche à percer les nuages, les démocrates luttent contre des tempêtes persistantes. Dans les prévisions, la FCBE, Moël Bénin, la RN, le MPL et bien d'autres attendent de bouger en fonction du climat qui leur sera bien favorable. Restez connectés sur la météo politique pour avoir ces prévisions si cela se confirme.
confirme, ou si un front inattendu vient bouleverser la météo électorale. Nous étions en plein dans la météo politique. Merci à vous, Alberto Mardoché-Gounod. Et à dimanche prochain, mesdames et messieurs, vous restez avec nous dans un instant les points de vue avec nos chroniqueurs que nous allons installer. C'est le plateau des points de vue sur le grand rendez-vous avec nos chroniqueurs Marc Yonès Goudianou, Laurent Roland Tonéikes, Henri Sauvi Yambodé et vous Omar Salouf. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir chaque dimanche soir pour le décryptage et l'analyse de l'actualité. On va commencer par un tout premier fait, un fait qui nous a réveillé lundi dernier, une prise de parole et des propos tenus sur Radio France Internationale en début de semaine. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est exprimé et abordant plusieurs sujets. Il déclare que la situation politique au Bénin est irrespirable, que le pouvoir n'est jamais facile et qu'il faut savoir l'utiliser avec discernement. Alors, cher monsieur, que vous inspirent ces propos du tout premier président du renouveau démocratique au Bénin? Marc. Oui, il faut dire que l'ancien président, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, est quelqu'un qui est pétri d'expérience en matière de gouvernance et en d'autres matières également. Et donc, lorsqu'il s'est prononcé sur RFI, sur la situation politique au Bénin, c'était très important dans un contexte où il n'est pas le seul à pouvoir quand même soulever ces problèmes qui sont liés à la gouvernance du pays, également surtout aux questions politiques en ce qui concerne les exilés politiques et en ce qui concerne les détenus politiques si on peut le dire ainsi, puisque lui-même il a utilisé plusieurs fois là-dessus. Il a dit également, et donc avant lui, on a vu quelqu'un qui faisait partie de la grande mouvance présidentielle, je veux nommer le président Adrien Ongbegui, qui a eu également à évoquer ce sujet-là lors d'une sortie. Et donc cela montre en réalité que le problème demeure et que le problème est vraiment primordial en ce qui concerne la liberté des uns et des autres et qu'il faille déjà à l'orée de 2026 commencer par réfléchir à comment consolider les forces au sein de la République, comment unifier les voix pour que l'alternance qui doit venir soit une alternance qui est le consensus de tout le monde, de tous les acteurs politiques à divers niveaux. Et c'est forcément dans ce cadre que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est en train de tirer la sonnette d'alarme sur cette question en ce qui concerne les exilés politiques et les détenus politiques également. Donc, il est de la responsabilité du chef de l'État, Patrice Talon, de pouvoir réfléchir à cette question, de voir dans quelle mesure il va pouvoir quand même laisser la présidence dans un climat qui puisse apaiser les uns et les autres pour qu'il y ait toujours l'union au sein de la classe politique. Oui, quelle est votre analyse sur les propos de Nicéphore Dieudonné Soglo? Je suis d'accord avec le président Dieudonné Nicéphore Soglo quand il dit que la gestion du pouvoir n'est pas facile. Il parle en connaissance de cause. Il a géré ce pays aux premières heures de la démocratie au Bénin. Il sait un peu comment c'est difficile de concilier toutes les positions quand on est à cette posture de la République. Et donc, les sujets qu'il a évoqués, il n'est pas le premier à le dire. Et il ne sera sans doute pas le dernier, parce que quand ça revient à répétition, le camp de la mouvance présidentielle, les porte-paroles de la mouvance présidentielle ont beau dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin, qu'il n'y a pas d'exilés politiques, mais de toutes les façons, il y a des gens qui ont été, au vu de leur opinion, qui ont été contraints d'être à l'extérieur du pays, qui ont été contraints d'être derrière les barreaux. Et donc, c'est l'occasion, plus que jamais, pour le chef de l'État, Patrice Talon, qui est en train de sortir, c'est l'occasion pour lui de concilier les forces, de concilier toutes les voies pour que l'atterrissage soit des plus faciles pour lui. Quand je l'ai suivi, le chef de l'État, lors de sa dernière sortie avec la commission chargée de l'audit du fichier électoral, il s'est exprimé dans un certain thème, quand il disait que quand on est au début de son mandat, on a une certaine fougue, mais quand on est en train d'atterrir, on est obligé de concilier les positions, de contenter les gens, de réunir les forces afin que l'atterrissage soit facile. Et donc, dans cette logique, j'ose espérer qu'il va écouter le son de cloche une nouvelle fois du président Nicéphore Dieudonné Soglo
et faire les choses dans ce sens-là. Voilà. Il faut quand même rappeler le contexte dans lequel il a été invité à se prononcer sur RFI. C'est quelques jours après le lancement de son livre sur ses mémoires de président de la République. Alors, comment vous analysez les propos du chef? Est-ce qu'il y aura, à la suite donc de ces propos tenus il y a quelques jours, une certaine réponse? Il faut quand même rappeler que ce n'est pas pour la première fois que les différentes demandes ont été faites par différents acteurs politiques, y compris Nicéphore Dieudonné-Soglo. Toutes les fois, il a rencontré le chef de l'État, Patrice Talon. Non, Christian, il faut saluer cette possibilité pour le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, d'avoir cette possibilité donc de s'exprimer, parce que c'est la liberté d'expression également. Et quand il arrive à dire qu'il y a des détenus politiques, quand il arrive à dire qu'il y a des prisonniers politiques, et sans que il y a des représailles, c'est qu'il y a cette liberté d'expression. Maintenant, il faut relever deux séquences dans ces propos. Vous avez parlé donc du pouvoir, de la gestion du pouvoir d'État qui n'est jamais facile. Et Omar a bien fait de rappeler que lui aussi, il a goûté à cela. Et donc, il sait comment ça s'est passé. Et donc, lui-même, en son temps, oui, quand toutes les affaires de la République étaient gérées par la première dame, on ne va pas rappeler, donc, on n'était pas si petit que ça. Mais on se rappelait qu'au moins, il y a des faits qui sont concédés donc à la première dame. Et quand on parle, quand il parle donc des exilés politiques, et il cite son fils, c'est que il y a l'instinct paternel, il y a l'amour paternel qui est ressorti là. Et donc, toutes les guerres que Soglo a eu à faire sont des guerres à intérêt. Et donc, les gens doivent comprendre qu'il ne pose pas un pas pour l'intérêt général. Il a tout ce qu'il fait là, il a toujours... Si son fils n'était pas dedans, non, il n'aurait pas... C'est pas son fils. Si vous écoutez bien, mon cher ami Omar, il a reprécisé, mon fils, je veux que mon fils revienne. Ça va durer combien de temps? Et dès qu'il dit ça, c'est que c'est lui, collègue moi, qui l'animait en disant ça. Il n'a pas que cité son fils, il a précisé, il a précisé, il a reprécisé, il a fait cette demande, il a revenu sur ses propos plus de 2 fois. Je veux que mon fils rentre. Ça va durer combien de temps? C'est-à-dire qu'il est exacerbé. Il se désole de cette situation-là, mais pour lui, sauf qu'on peut oublier tout le monde et faire descendre son fils. Ça va le faire. Non, pas le prêter, c'est une analyse. Sans faire revenir son fils, il ne sera pas content. Il serait content. Ça veut pas dire qu'il va oublier. La section également. On va laisser tout le monde faire descendre son fils. Vous savez combien de fois il a consulté le chef d'État sur cette affaire-là, même à des occasions officielles, il cherche toujours des occasions pour parler dessus au chef d'État, pour que son fils qui est en exil revienne au pays. Et donc, l'intérêt d'abord, le premier intérêt de Soglo aujourd'hui, c'est que son fils revienne à la maison. Vous savez, il a le choix de sa vie. C'est clair. Non, je ne dis pas cette responsabilité. Mais la vraie question est que est-ce que ce qu'il évoque n'est pas fondamental? Est-ce que ce n'est pas un besoin de tous les bénévoles? Quand côté parental, c'est normal qu'il demande que de façon générale. C'est une première fois où on le dit. On ne va pas dire aujourd'hui qu'il y a aussi un rétropédalage à son niveau. L'autre fois, il était allé à GDZ, il a apprécié la présence. Justement, je crois qu'aujourd'hui, quand je vois l'ancien président Nicéphore Dieudonné-Soglo monter au créneau pour parler, il y a un silence total du côté des communicants du pouvoir. Parce que c'est la même personne qui était à la GDZ, vous faites bien de préciser ça, où on a communiqué abondamment là-dessus. Le directeur de la GDZ s'est même permis d'aller lui rendre visite à la maison. Et c'est le même personnage qui soulève les problèmes qui se posent. Ça, c'est le directeur de la GDZ, il n'est pas politique, il est... De toute façon, il n'a pas un système. Et donc, ça les arrangeait. Donc, du moment où il soulève les problèmes que nous avons dans le pays, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir véritablement. Parce que je l'ai dit, il y a pour moi un baromètre. En tout cas, je prends le cas Sassou Nguesso en 2021. Nous avons organisé les élections dans la même période que le Congo, mais 40 jours après les élections, Sassou Nguesso a libéré les activistes politiques. Et pourtant, ces personnes étaient condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État. Le contexte politique n'est pas le même. De toute façon, c'est pas pareil. J'estime que véritablement aujourd'hui, nous avons un problème, qu'on le veuille ou non. Ceux qui sont allés en prison, que les autres ne veulent pas reconnaître comme des détenus politiques, sont allés en prison, disons-le, du fait des intrigues politiques.
Parce que l'autre aurait dit 5 ans, c'est 5 ans. N'oublions pas ce débat. Il y a d'autres qui sont en exil aujourd'hui. Ce ne sont pas tous ceux qui sont en exil qui ont des problèmes véritablement avec la justice parce qu'ils ont mal géré. Je prends le cas de Jonathan par exemple. C'est parce que le document officiel a fuité. Et parce qu'on lui a envoyé le document, il a balancé ça. Quand vous voulez l'arrêter, il a dû détailler. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons véritablement réfléchir. Les gens, Patrice Talon est en train de finir. Et ce que moi je rappelle à Patrice Talon, le chef de l'État aujourd'hui, c'est qu'il sera seul face à l'histoire. Parce que les mêmes qui ont fait avec Erikou, qui ont désavoué Kérékou après pour être avec Yahi Boni, et qui ont désavoué Yahi Boni pour être avec lui, ils sont encore là, et pourtant encore. Notamment, ils sortent pour aller voir deux personnes déjà pour prendre contact, pour se repositionner. Cela suppose qu'aujourd'hui, il lui revient de s'asseoir, parce que vous faites bien de préciser ça, il a dit quand on est en train de finir, il faut bien faire les choses. Donc faire bien les choses, c'est de ramener quand même les gens, remettre le compteur à zéro, donner les mêmes chances à tout le monde, notamment pour qu'après, quand il part, au moins qu'il fasse l'unanimité. Le problème, c'est que quand il va partir dans cette condition, à un moment donné, les mêmes personnes seront obligées de les désavouer ceux qui sont avec lui. Les actions parleront pardon, ne parlez plus jamais d'action. Parce que ce que vous dites, ce que vous dites, c'est pas le même. Est-ce que vous savez ce qu'on est venu? Qu'est-ce qu'on est venu? Vous parlez d'action, je vous dis, on connaît le contexte. Et Christian, quand on parle d'action, Soglo, dans ce pays, a été le premier à commencer par poser les bases d'une construction de la ville, de l'urbanisation de la ville de Cotonou. Et pourtant, donc, quelle action il a fait? C'est pas avec son agent. C'est l'agent de contribuable. À un moment donné de l'histoire, on lui demande on peut vous confier la gestion d'une affaire et vous allez passer à côté. Mais sur ce coup-là, moi je veux me baser en réalité sur la qualité de la personne qui émet son opinion. On parle d'un ancien chef d'État. D'accord, ça veut dire qu'il connaît déjà tous les rouages du pouvoir d'État et les contraintes que cela exige. Et que du moment où il arrive à conseiller son fils pratiquement, je dirais, ça veut dire que normalement, il y a mal d'homme et il prend la mesure de cette fonction-là. Et c'est en fonction de ça qu'il veut produire des conseils en réalité. C'est à la place publique qui va le conseiller. Non, il a le voir. Il a été le c'est ça qui justifie. C'est ça qui justifie. Patrice Talon a reçu Boni Yaya, la présidente de la République. Mais quelques jours après, il a reçu une initiative en son domicile. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il y a un privilège que l'autre a auprès du chef de l'État. Et certainement, il a évoqué la question. Sinon, porter ça sur la place publique. Selon l'agenda de l'autre. Vous oubliez ce qu'il y a, le lien familial qu'il y a entre les Soglo et la famille. Alors, vous oubliez cela. Justement, c'est ça qui fait en réalité la position de monter au créneau. Le linge sale, c'est où? Mais il a tout lavé. Vous savez, on évolue dans le débat. Oui, allez-y. Harry, à un moment donné, je crois qu'il faut baisser les passions, qu'il faut regarder dans le sens qui arrange tout le monde. Actuellement, c'est l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a opiné. Il a opiné, il a parlé des exilés politiques. Quand vous-même vous rappelez qu'à un moment donné, son instinct de père doit revenir, c'est normal qu'il revienne, qu'il insiste sur le volet Léa Soglo. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, quand Léa Soglo va revenir, il va faire table rase sur tout ce qui concerne les exilés. Non, ça ne veut pas dire ça. Est-ce que le président Boni Yayi a un fils en exil? Est-ce que le président Boni Yayi a un fils derrière les pourtant, il évoque le sujet. Adrien Oubedi n'a pas d'enfant en prison, n'a pas d'enfant en exil. Pourtant, il opine sur la question. Ça veut dire en réalité que c'est un sujet d'intérêt général. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et de ce point de vue, il faudra que chacun opine sans pour autant qu'on te colle des étiquettes
sans pour autant que c'est parce que tu as sans pour autant mettre en avant sur le terrain personnel. Si vous parlez d'exilés politiques, tout le monde est d'accord, c'est reconnu, et tout le monde observe ça. Quand vous parlez d'exilés politiques, de tenue politique, oui, tout le monde... Le débat écoutez, on ne devrait pas parler parce que ça. Il rappelle que ça a duré combien de temps? Je veux que mon fils revienne à la maison. Vous savez, il l'a rappelé. N'oubliez pas que Soglo fait partie de ceux qui ont amené au pouvoir Patrice Talon. Et donc, il parle aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut le prendre au sérieux en réalité. Parce que Patrice Talon, je le répète, il sera seul face à l'histoire. Il vaut mieux pour lui écouter ce que dit l'ancien président. On évolue dans l'entretien qu'il a accordé. Je veux vous entendre sur ses propos quand il parle de la situation politique qui est irrespirable. Qu'est-ce qu'il met dedans? Est-ce que vous avez une compréhension de ce bout de phrase? Oui, en réalité, moi, je ne pense pas que le président Nicéphore Soglo soit un opposant au régime Talon. Je ne pense pas. Je le vois plutôt dans un rôle de conseiller. C'est vrai que parfois, il dit des choses qui peuvent prêter à confusion, d'accord. Mais je le vois plutôt... Il est assez dur parfois. Oui, il est assez dur. Il a envie de voir réussir en griffe son fils Patrice Talon. Et donc, il dit les choses pour, en quelque sorte, le mettre sur la voie, le choquer, le fouetter afin qu'il se redresse en fait. Et donc, quand il évoque certains sujets, comme l'atmosphère politique, c'est à prendre au sérieux. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce n'est pas la liesse politique, la liesse populaire d'antan. Les choses ont changé. Nous sommes dans une expérimentation d'une réforme. N'oubliez pas ça, la réforme du système partisan qui impose une certaine discipline aux acteurs politiques. Christian, la discipline, est-ce que la discipline dont on parle doit remettre en cause la convivialité politique dont on est habitué au Bénin? Oui. Il n'y a plus cette convivialité politique. Vous le pensez? Vous nostalgique du passé. Pourquoi passer? Vous dites qu'il est nostalgique du passé. Allez-y, vous avez la parole. Vous savez, quand on dit qu'une situation est irrespirable, c'est-à-dire qu'on est dans une crise où on ne sait plus où se donner la tête. D'accord? Mais ici au Bénin, chacun sort, chacun revient. Chacun a cette liberté d'expression. C'est pourquoi je saluais cette liberté d'expression qu'on note aujourd'hui. Il a parlé. Il n'a jamais été inquiété. Donc, dire que la situation est irrespirable, je pense que c'est aller trop. Et ce n'est pas une réalité qu'on constate aujourd'hui au Bénin. On serait dans une république de avant 2016, fin 2016, et je comprendrais. Mais aujourd'hui, vous le sortez, vous sortez. À part les petites insécurités qu'on constate. Donc, je ne vois pas la situation qui est similaire à 2012, 2015, 2016. Hein. Là. Je vous donnerai l'exemple tout à l'heure. Non, écoutez, on n'est pas dans le même cas. Il ne faut pas transposer les mêmes périodes à un moment donné. Et quand, mon cher ami, on parle de l'animation de la vie politique. Vous savez que vous n'êtes pas dans les chapelles politiques. Il faut savoir que ça s'anime au niveau des chapelles politiques. Avec les interdictions des regroupements des membres de l'opposition. Et il y a aussi des... Oui, ça peut pas dire que l'animation de la vie politique des formations politiques n'est pas réelle. Il y a des formations politiques pas réelles relevant de la mouvance présidentielle qui... On n'a qu'un seul, Non, le seul pour justifier ce qui se fait. Non, je répondais à Marc pour dire que
autant qu'ils sont les partis politiques, s'ils ne respectent pas les règles, les événements seront interdits. Et donc, pour moi, on dit qu'on est dans une situation irrespirable. Je dis que c'est archi faux. Voilà. Bon, alors, concernant la question d'interdiction que vous voulez transposer ici, je suis d'accord, vous êtes d'accord d'abord, et ça a trait à Boulakadi. Mais laissez ça de côté. On parle de situation irrespirable. Je vous donne plusieurs exemples. Ceux qui ont contribué à mener Patrice Talon au pouvoir aujourd'hui ne sont plus avec lui, la grande partie. Aurélien Goyens est où aujourd'hui? Je peux vous citer 2-3 noms. Attendez, non. Écoutez, aujourd'hui, c'est une situation difficile pour la mouvance à ce niveau-là. Premier point. L'ami intime du chef de l'État, malheureusement, aujourd'hui, est en prison. Et pourquoi? Vous connaissez très bien l'affaire. Et si vous vous rappelez de 2012, cette affaire qui a commencé entre Boni Yahi et son ami Patrice Talon, c'est là pratiquement le même cas de figure aujourd'hui où l'un a accusé l'autre de ce qu'il veut le tuer. À un moment donné, on a vu tout ce que nous avons subi dans ce pays de 2012 à 2015, 2016, jusqu'à l'avènement de Patrice Talon. Voilà. Et là aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la même situation. Avec les réformes dont vous parlez, et que vous vantez tout le temps, ou que les gens vantent tout le temps, écoutez, est-ce que vous êtes certain de ce qui va se passer en 2026 aujourd'hui? Personne ne peut oser dire ce qui va se passer en 2026. On sait qu'il y aura une élection, mais quelle sera l'issue? À la date d'aujourd'hui, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que quand on ira aux élections législatives, on aura une issue favorable avec des élus, avec les 20% dans le code électoral aujourd'hui? Êtes-vous sûr? Personne ne peut Est-ce que le code a été déjà... Laissez-moi finir, Henri Ambonnet. Personne n'est sûr de ce qui va se passer. Nous tendons vers une incertitude générale et qui peut amener des troubles dans le pays. Et donc vous avez une compréhension de ce que je pense véritablement. Ne vous donnez pas raison de dire que c'est pas grave, c'est votre compréhension. Les citoyens, c'est votre compréhension. Non, on ne parle pas que c'est votre compréhension. Non, les faits politiques, est-ce que les faits politiques ont un impact négatif sur le quotidien des citoyens? En réalité, vous ne voulez pas nous laisser opiner, vous voulez être le seul à avoir le monopole. Alors, mais laissez-nous quand même donner notre opinion. Nous devons, c'est son opinion, respecter son opinion. Nous devons en réalité nous asseoir et nous rappeler que ce qui se passe là, nous tendons vers une situation d'incertitude. Il faille s'asseoir maintenant et réfléchir véritablement pour que nous n'allions pas dans cette situation d'incertitude. Quand on a posé la question à Timpo dit que quand on va aux élections législatives et qu'on n'a pas 20%, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit qu'il faut reprendre les élections. Et vous savez très bien que dans ces conditions, quand il faut reprendre les élections, ce n'est pas dans un an, c'est parfois une transition de 2 ans. Et la loi fondamentale dit, attendez, laissez-moi finir. La loi parle d'élections générales en 2026. Dès lors que nous allons aux élections législatives et que nous n'avons pas d'élus, et qu'il faut reprendre les élections, est-ce qu'on peut organiser les élections présidentielles dans la même année? On peut reprendre. La loi parle, ça, on ne peut pas, parce qu'il faut, dans ce cas, la loi on organise les élections partiellement. Ils vous diront qu'on ne peut pas, parce que la loi fondamentale dit qu'il faut organiser les 3 élections dans la même année. Ça veut dire qu'il faut repartir à l'Assemblée nationale pour modifier la condition. Est-ce que vous pensez que ça va être facile en 2026? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question pour savoir ce que nous faisons là. Est-ce qu'en réalité, ça garantit la pêche chèrement acquise en 90. C'est ça le plus important. Loin d'être un duel entre Laurent et Henri, moi je vous ai quand même dit. Oui, donc c'est pour pouvoir leur dire, en réalité qu'on est tous d'accord que le climat politique aujourd'hui n'est pas du tout, en tout cas, bonne famille. Parce qu'il faut remarquer que déjà, il y a les camps de l'opposition déjà qui réclament un certain nombre de choses liées aux échéances électorales. Et qu'on sait qu'il y a certains dysfonctionnements liés, par exemple, à la relecture du code électoral, à l'audit du fichier électoral. Et donc, le chef de l'État est d'accord sur l'audit, par exemple, où il a déjà, par exemple, donné les moyens pour que cet audit soit fait. Il y a la question de la relecture du code électoral qui regorge de certaines dispositions, par exemple, qui restreint la participation des uns et des autres aux élections, aux diverses élections. Et donc, du coup, il faut quand même essayer de régler ces problèmes. Il n'y aura pas tous ces problèmes et l'on parlera, par exemple, qu'on a un climat politique apaisé, où tout va bien. Non, c'est très faux. Et lorsque je parle, par exemple, de la restriction, par exemple, d'organisation, de manifestation des partis de l'opposition, par exemple, c'est un problème qui est réel. Et donc, on ne va pas me dire qu'il y a d'autres partis, par exemple, qui sont concernés également par la chose. Non, pas du tout. Et
ça va de mal en pire et qu'il faille quand même régler ces problèmes-là avant les diverses élections qui nous attendent. Parce que là, quand ça commence, tout le monde sait, mais quand ça finit, on ne sait pas. Et donc, il faut quand même régler ces problèmes-là. Quand on interdit les manifestations des opposants, et que le maire est assigné en justice, et après ils sont un communiqué parce que dans sa famille politique, quelqu'un veut faire un meeting sur un terrain, ils sont un communiqué pour interdire, pour après justifier que c'est pas seulement l'opposition qui est interdite de manifestation. Je pense que c'est un faux débat. Alors, il faut qu'on se parle au sérieux, que les gens sachent qu'en réalité, ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour garantir la paix au Bénin. Et ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça ne garantit pas la paix. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il revient au gouvernement aujourd'hui actuel de comprendre qu'ils ont eu le pouvoir dans la paix. Ils doivent tout faire pour transmettre le pouvoir dans la paix. On y va. Oui, allez-y. Je crois que la situation est telle que le chef de l'État doit prendre la mesure des choses. Il doit se rendre compte que ce n'est pas ce que les gens disent. Surtout avec les voix qui s'élèvent. Oui, avec les voix qui s'élèvent. Ce n'est pas ce que les gens disent, les communicants disent pour embellir un peu une situation qui n'est pas forcément telle. Ce n'est pas ça. Il est le plus élevé, quand je vais dire, il est au perchoir, comme on le dit. Donc, il a mieux les yeux pour voir tel que se pose la situation, tel que se posent les problèmes, pour prendre les résolutions qu'il faut. Et le président Soglo l'a dit pour finir, il a son destin en main, le chef de l'État a son destin en main. Et c'est lui seul qui décidera. Et donc, c'est vrai que les gens disent généralement que le chef de l'État n'a pas l'écoute, il n'écoute pas généralement. Et donc, il faudrait quand même qu'il remette la balle à terre pour pouvoir voir. On y va, on évolue. On va aborder également d'autres sujets, puisque vous savez, sur le plateau, c'est une question de temps, de timing également. L'interview a également permis à l'ancien chef de l'État de revenir sur sa mission au Niger avec l'ancien président Boli Yayi. Il dit ne pas être déçu du fait que, bon, après leur dernière descente, que les choses n'aient pas véritablement évolué. Nous espérons que la prochaine visite, l'invitation à laquelle ils répondront à Niamey permettra de faire bouger les lignes. Alors, parlons de cet autre sujet, puisque nous sommes en plein dans la politique, les primaires dans les formations politiques, candidat à la candidature du parti Les Démocrates pour la présidentielle. Eh bien, nous en étions là quand un premier nom s'est fait annoncer, la personne de Achille Pacom Loco, qui a déposé son dossier. On a vu son image inonder la toile. Moi, de mon côté, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis dit, voilà, au moins, il y a quelqu'un qui ose et qui veut affronter les urnes. Mais les jours d'après, eh bien, le parti dans lequel il milite publie un communiqué pour réfuter l'utilisation de ces attributs à des faits de propagande électorale. Comment interprétez-vous ces deux actions? Il faut d'abord remarquer que est-ce que celui qui a décidé de déposer sa candidature pour les primaires est un inconnu du Parti Les Démocrates? Je dirais non, parce que c'est un acteur politique et il a déjà eu à mener un certain nombre d'actions sur le volet politique, social et entrepreneurial également, dans le cadre, en tout cas, en se targuant quand même d'être militant du Parti Les Démocrates. Ça veut dire que déjà, il a une assise au sein du parti et que les gens le connaissent au sein du Parti Les Démocrates. Et du coup, lorsqu'il décide de déposer sa candidature et qu'à un moment donné, il y a un communiqué qui sort, qui quand même s'offusque contre l'utilisation du logo du parti, je trouve cela un peu ambigu dans la mesure où vous savez que c'est un de vos militants et du moment où vous n'avez pas émis, par exemple, peut-être des avis qui sont en contradiction avec le fait qu'il y aurait des primaires et que déjà en votre sein, et dans les coulisses, vous émettez déjà la probable possibilité de pouvoir aller aux primaires et que ce candidat décide de le faire, est-ce que c'est un communiqué qui va régler ce problème? Le problème, c'était normalement de pouvoir le rappeler pour lui dire, en réalité, ah, mon cher militant, vous avez fait telle chose et il faut quand même que vous le fassiez dans les règles de l'art parce qu'on est en train de penser faire les choses de façon chronologique et non déjà de monter au créneau. Parce qu'en montant au créneau comme ça, c'est comme si le Parti démocrate est en train de faire percevoir à tout l'ensemble de la classe politique ou bien de tous les Béninois que celui qui est en train de pouvoir utiliser le logo ne faisait même jamais partie des leurs et peut-être n'a jamais milité pour leur cause alors que ce n'est pas le cas d'espèce. Et donc il faille quand même, même si on veut quand même mettre de l'ordre dans cette
certaines choses. Essayer d'utiliser la voie du dialogue parfois pour discuter avec en tout cas la personne qui est concernée par la question. Vous pensez que le communiqué c'était de trop? Oui, c'était de trop pour moi. C'était pas la seule option qu'on pourrait choisir. J'ai deux questionnements. Oui. Premier questionnement, est-ce que le Parti Les Démocrates a officiellement lancé le dépôt des dossiers pour les candidatures, pour les primaires? C'est la première interrogation que j'ai. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas autre possibilité, comme l'a dit Mac, de rappeler à l'ordre ce militant sans que nous autres, qui ne sommes pas du parti, nous soyons informés? Et donc, avec ces deux questionnements, je me dis que il me semble qu'il y a une main invisible qui tient le Parti Les Démocrates. Cette main invisible qui... Je ne suis pas encore allé sur les autres partis. Cette main invisible qui donnera son OK avant que les hostilités ne soient lancées. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, parlant des autres partis politiques, que ce soit dans le BR ou dans l'UP, on a vu les réactions musclées de ces partis-là quand toute intention, quand toute ambition est exprimée. Et donc, cette main invisible, on a l'impression qu'elle est partout, dans tous ces partis, et que ces partis politiques-là atteignent le OK de cette main invisible. À chaque parti, c'est comme s'il y a une crainte. À chaque parti, ça main invisible. C'est justement ça télécommande, si vous voulez bien. Parce que je comprends que ces derniers temps, il y a des télécommandes qui travaillent depuis quelques semaines. Toutefois, moi je pense que Achille, pas comme Loko, en réalité, c'est un citoyen béninois. Et j'ai pu checker un peu pour voir, pardon. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. C'est pas un duel. Je sais que, quand j'ai checké un peu, moi j'ai vu que c'est quelqu'un qui a organisé des actions sur le terrain, des activités sur le terrain, pardon, en utilisant à un moment donné le logo du parti. Voilà. Et je ne pense pas que le parti vienne démentir ça. Et donc, à un moment donné, quand c'est comme ça, et que la personne se déclare candidat aux primaires, il n'a pas dit je serai candidat du Parti des démocrates. Donc, la manière de le reprendre, je pense que c'est un peu bizarre. Et puis après, je me dis, c'est à croire que dans le parti, il y a ceux qui seront privilégiés pour être candidats. On est en train de dénoncer ça du côté de la mouvance. Je voudrais que... Non, mais il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que officiellement la formation politique a déjà ouvert la formation politique lance les primaires ou pas, il a dit je suis candidat pour les primaires. Dès lors qu'il s'annonce, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il s'est annoncé candidat pour les primaires. Donc si vous ouvrez les primaires, prenez sa candidature. Et acceptez-le comme tel. Ce que la formation politique reproche aujourd'hui, c'est l'utilisation des attributs. Il peut toutefois déposer son dossier de candidature sans véritablement arborer le logo du parti. De toute façon, si vous voulez être candidat pour l'UP au niveau Christian Danidjan, vous allez utiliser quel logo? Vous n'avez pas utilisé le logo de MPL quand même. Donc, dans une certaine mesure... Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le logo? Ah oui, mais vous voulez être candidat pour cette formation politique. Vous réclamez être membre de ce parti politique. C'est normal. Dès lors que vous refusez que le monsieur utilise les attributs du parti aujourd'hui, il faut que le parti nous dise clairement, est-ce qu'il est membre du parti ou non? S'il n'est pas membre du parti, je serai d'accord avec eux. Mais s'il est membre du parti, que vous refusez ça, et que demain, vous proposez des candidatures en votre sein, et que ça ne marche pas, et qu'après tout, parce que vous savez, il y aura des questions de quitus fiscale, après, on peut avoir à tout moment un certificat de conformité qui peut revenir, et qui peut distinguer, on peut avoir un certificat de conformité bis, nouvelle version, qui peut empêcher telle ou telle candidature, et il va falloir peut-être se replier sur d'autres personnes. Mais dès que vous désavouez déjà la personne, est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez encore utiliser cette personne-là pour votre avantage? C'est surtout pour décourager les éventuels candidats. Mais ce que j'apprécie chez Achille Pakoum Loko aujourd'hui, c'est que dès que le parti a sorti son communiqué, il a supprimé de ses plateformes le logo du parti. Et il fait les choses maintenant en son nom d'abord. Et il a saisi officiellement le parti par voie express pour demander à ce qu'ils acceptent qu'ils participent aux primaires. Donc, je pense que c'est déjà quelqu'un qui respecte déjà les tests et qui fait l'effort de comprendre ce que dit le parti. Mais il ne pas le fait que moi, je donne raison, contrairement aux autres, je donne raison au Parti des démocrates. Parce que quand on parle de primaire, c'est au sein de la formation politique. Les primaires ne doivent pas être annoncés sur la place publique. Pourquoi pas? Parce vous que ne savez pas les élections aux États-Unis. Non, attendez, s'il vous Vous plaît. ne savez pas les élections aux États-Unis. Attendez. Les primaires, c'est tout le monde qui fait. Il veut influencer les autres. Non. Il veut influencer les autres. Aux États-Unis, depuis des années, pour les primaires, on connaît tous les primaires. Non, attendez. Attendez d'abord. Chaque formation. Est-ce que vous voyez fonctionner bien?
Vous voulez faire comme les autres, mais vous voulez faire autrement. C'est comme ça que vous avez amené le parrainage et vous avez fait le parrainage autre que ce que les gens font. C'est-à-dire, les primaires, on connaît tous les candidats. Permettez-lui. C'est quoi? Comment on va faire primaire? Les primaires se font au niveau des formations politiques. Il faut déjà mêler les démarches, d'accord, accompagner le processus jusqu'à la fin, avant de faire savoir à tes amis que, oui, je suis candidat aux primaires. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. C'est juste un matin qu'on apprend que Achille Pakoum Loko est candidat aux primaires. Non. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il a envoyé une note express au responsable du parti pour demander qu'on accepte sa candidature? C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait les démarches officielles avant d'annoncer sa candidature. Ce qui est bizarre, c'est ce qu'il dit. Il ne devait pas, ne donnez pas votre notion à mais vous savez qu'il y a plusieurs types de primaires. Non, il y a plusieurs types de primaires. Il y en a jusqu'à 4. Il y a plusieurs types de primaires. Est-ce qu'il y a une démarche officielle à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une démarche officielle? Est-ce que le processus n'est pas officiel d'abord? Je ne donne pas mon notion. Je fais un constat. Je pense que le processus n'est pas... Le monsieur annonce qu'il sera au primaire. Je crois que la meilleure chose pour le parti, s'il fait mal, appelez-le. Parce que quand vous commencez à désavouer les gens publiquement comme ça, quand vous commencez à désavouer les gens publiquement comme ça, ça ne va pas. Il faut se lever. Non, c'est ça. La formation politique à la liste de ses militants. Il devrait suivre le processus et jusqu'à ce que sa candidature soit acceptée. Et puis, il annonce ça. Je ne suis pas... Pourquoi il envoie une autre espèce au responsable? C'est parce qu'il a su qu'il sait qu'il n'est pas... Oui, c'est ça. Je suis un peu... Vous êtes flou, vous êtes perdu. Je suis un peu perdu. Merci pour le mot. Quand dans un parti régulièrement constitué à l'aune de la réforme du système partisan, où les voix de tous les côtés doivent être acceptées, que dans un parti, qu'on ne donne pas la possibilité aux gens de s'exprimer, que l'on s'appelle démocrate, que l'on s'appelle UP Le Renouveau, que l'on s'appelle BR, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Que les gens n'aient pas la facilité de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils veulent. D'exprimer leurs ambitions. C'est Patrick Loko. Oui. Patrick Loko qui dit qu'il veut être... Non, c'est pas Patrick, c'est Achille. Pakoum, voilà. Achille devrait suivre le processus normal. Quel est le processus? Est-ce qu'il y a un processus qui est déjà préétabli pour les primaires? Je pose ça. Pourquoi il a envoyé la mouvancier? Pourquoi il a envoyé vous avez arraché la parole à Omar. Et donc, dans cette atmosphère-là, je voudrais que les partis politiques cultivent davantage le dialogue, la possibilité que chaque militant, même le plus petit militant, dise ses ambitions. Il y a un format qui est... La liberté, on est dans la démocratie. Ça fait 35 ans de démocratie déjà. Et que si nous sommes à la limite aujourd'hui... On va pas passer à côté. C'est pas tout ça. On va tout aujourd'hui. Au primaire chez les démocrates, par exemple. C'est parce qu'il ne parle de candidature qu'il faut accepter. Non, combien de candidatures il y a? Non, ça vous parlez de processus. Est-ce que le processus, c'est lancé officiellement? Est-ce que les primaires sont lancées officiellement au sein du parti? Ce que le parti me dit, je le dis haut et fort, que Achille Pakoum ne connaît pas du parti des démocrates. Là, ils ont raison. Là n'est pas la question. S'ils le disent, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Et puis, ce que fait le parti, est-ce que le parti s'est lancé officiellement? Là où c'est dangereux, ce que fait le parti, c'est que le monsieur a pris les initiatives au nom du parti, il n'a pas été désavoué. Il a fait des actions sociales au nom du parti. Quand vous êtes désavoué comme ça, vous ne pas créer les gens. Écoutez, allez voir sur la toile le nom de personnes qui accompagnent le monsieur. Quand vous le désavouez comme ça, finalement, en fait, vous l'envoyez ailleurs. Que doit faire le parti? Non, c'est bon, moi je l'avais déjà dit. En dehors du communiqué qui a été publié? Non, en dehors il faut l'appeler à l'ordre. En réalité, tout ce que vous dénoncez, ce qui est bizarre chez les démocrates, moi je dis, c'est vous qui êtes des acteurs de l'opposition. C'est vous qui dénoncez la liberté d'expression. C'est vous qui dénoncez un certain nombre de choses qui ne vont pas au niveau de la grande mouvance présidentielle. Mais c'est vous qu'on voit en même temps, d'accord, mener des actions qui sont antidémocratiques. Parce que c'est comme si on veut contraindre en réalité les gens, on veut imposer une forme de candidature
à toutes les candidatures qui veulent mettre au sein des démocrates. Et donc il faut laisser les militants opiner. Il faut laisser. Non, c'est notre intention. C'est une éthique qu'on fait. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que officiellement, au sein de la formation politique, les démocrates, est-ce que les primaires sont ouverts? Mais si les primaires sont... C'est difficile de répondre. Écoutez, même si ce n'est pas... Tout à l'heure, vous avez dit que les primaires se font à l'interne. Non, Laurent, tout à l'heure, il a dit que les primaires se font à l'interne. Ça veut dire que même l'intention de pouvoir lancer, même les primaires vont partir de l'interne. Et peut-être que même déjà à l'interne, le sujet a été déjà évoqué plusieurs fois. Et que c'est suite à cela, peut-être que le militant, en réalité, en tout cas, ressort de sa candidature. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu à ce niveau-là. C'est vrai, je n'ai pas dit, je suis candidat du Parti des démocrates. Il a dit que je suis candidat aux primaires. Est-ce qu'il a utilisé le logo des démocrates? Je suis candidat. Est-ce qu'il a utilisé le logo? Il n'a pas dit. Vous êtes démocrate? Pas le passé. Est-ce qu'il dit qu'il est militant? Si vous voulez faire quelque chose, vous ne pouvez pas utiliser le logo de votre parti. Alors, la même chose c'est une grosse interrogation. Je vous emmène à présent dans la commune d'Abomey-Calavi pour évoquer cet autre fait. On en parlait depuis quelques jours. On parle de suspension et de remplacement d'un chef d'arrondissement. Cela est arrivé à Glodjibé pour avoir mis en question la gouvernance du régime que soutient son parti l'UP Le Renouveau. Eh bien, Gilbert Boucan a été suspendu par le conseil communal. Une dame, Jeanne Assoclé, est désignée chef d'arrondissement par intérim. Alors, cher monsieur, très rapidement, faire un tour de table sur... Je voudrais quand même regarder ici les motifs qui ont amené à sa suspension. On dit, oui, laissez-moi finir. On dit, non, je n'ai pas lu le message, mais on dit qu'il a écrit dans un groupe WhatsApp où il critiquait les actions. Il ne faut pas utiliser le mot qu'il a utilisé. Non, je ne connais même pas le mot qu'il a utilisé, mais je sais qu'il a écrit dans un groupe WhatsApp où il critiquait le gouvernement, le pouvoir en place, alors qu'il faisait partie forcément de l'un des partis de la grande mouvance présidentielle. Et c'est pour ça qu'il a été suspendu. En conseil communal. Décision prise en conseil communal. Oui, prise en conseil communal, qui est majoritairement Union progressiste, le renouveau. Il faut le rappeler également. Et donc, cette décision, ça sera entérinée par la majorité des conseillers UPR qui sont au sein du conseil communal. Donc, je vois peut-être cette sanction qui est trop sévère pour moi, parce que tout à l'heure, c'est ce que je disais, si vous allez peut-être vers les démocrates pour avoir leur opinion par rapport à ce sujet, ils vous diront peut-être qu'on aurait pu l'appeler pour lui dire telle chose que tu as fait, mais c'est forcément parce que le parti avait déjà un plan B qui était en sourdine. Et ça a contribué déjà à installer celle qui était déjà pressentie ou leader en tant que femme également dans cet arrondissement-là, afin de pouvoir l'installer en tant que CA. Ce n'est que de bonne guerre entre leaders de l'UPR et donc c'est de bonne guerre. D'accord, c'est de bonne guerre. On est sur le politique. Oui, allez-y. Il faut ramener les faits. Oui, il le disait, forum dédié donc au courrier officiel, tout le reste, on ne va pas revenir ça. Mais d'après le chef d'arrondissement de Zivier, Aïssi Christophe, il aurait insulté le chef de l'État. Non, pour avoir interviewé le chef de l'État, le chef d'arrondissement, il a utilisé un mot fort. Voilà. Et donc, c'est ce mot-là qui a conduit à sa suspension. Attendez. Non, j'ai cité ma source. Il a fait une interview publique. Il a un fait. Il y a que, quand vous mangez dans... C'est bon, je vais rappeler donc que c'est cette association-là populaire. Quand vous mangez dans un plat, vous ne pouvez pas casser ce plat-là. Il y a ça aussi. Mais il y a que, on pouvait gérer cette difficulté-là autrement. Parce qu'il fait partie des éléments de l'Union progressiste, et donc c'est un élément catalyseur qui peut aussi faire fragmenter l'Union progressiste dans sa zone. Donc on pouvait l'appeler pour gérer le problème. Mais puisqu'ils ont pris une voie officielle, oui, maintenant, la suite c'est que la dame qui est là, quels sont ses atouts? Peut-être qu'on va peut-être revenir sur ça. Quels sont ses atouts? Est-ce que Bokor, on dit également aussi, n'a pas laissé faire? Parce que quand vous posez un pas, il faut savoir, là vous posez pas, vous êtes en politique, et à tout moment, il faut vous rappeler que entre lui, Bokor et la dame qui est installée là, il y a une guerre froide depuis des années. Justement. Le préfet même est intervenu pour les concilier. Et donc, à tout moment, tu peux déjà faire attention à tout ce que tu fais comme geste politiquement.
est bien sûr. On ne peut pas commenter, faire les commentaires, même dans le cercle fermé, tu peux le faire. Mais sur un forum dédié le contenu de ces propos, oui, peut-être. D'accord. Alors, le porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière sortie sur une chaîne togolaise, il disait que la réforme du système partisan, c'est bon pour la démocratie et que les grands rassemblements, il peut y avoir des voix contraires, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir même des oppositions dans un même regroupement. Alors, si on s'en tient à ce principe et que, dans le même temps, quelqu'un qui, parce qu'il a des ressentis, parce qu'il veut exprimer des choses, prend une voix contraire, pourquoi le suspendre alors? Et c'est allé très vite, il faut le rappeler. Pourquoi? C'est allé très vite. Je pense qu'il y a un problème fondamentalement politique. Il y a un problème fondamentalement politique. Il y a un problème, il y avait un problème à régler et ils sont sautés sur la première occasion pour régler définitivement le problème. Je crois que se sont mal comportés au conseil communal d'Abou Clavi. Appelons chat. Le monsieur est du parti politique Union Progressiste de Renouveau. La première sanction devrait venir du parti d'abord. On ne saurait amener cette affaire. C'est votre avis. Non. Et c'est mon avis. Je l'assume. Je vous dis, cette affaire devrait déjà d'abord partir du parti d'abord. Le parti sanctionne et après, le conseil communal prend acte et continue la sanction. Mais amener une affaire de ce genre... D'ailleurs, vous avez évoqué un CA qui vous a dit quelque chose. Moi, je veux que si les gens sont suffisamment honnêtes, qu'ils fassent la capture d'écran, qu'ils nous balancent à nous tous ce que le monsieur a dit d'abord et qu'ils supposent qu'il faut le traiter de cette manière. Ça, c'est un fait. Oui. Deuxième chose, c'est que, vous l'avez bien dit, l'ancien CA, Gilbert Setonji-Bokor, en réalité, a fait des erreurs et ça l'a rattrapé. Quand vous êtes sur la même liste qu'une dame comme Jana Sokle, qui a la protection du chef de l'État, pour ceux qui connaissent un peu qui est cette dame en réalité, et qui, au thème des élections, voulait à tout prix être CA, et à un moment donné, on n'a pas voulu lui accorder ça. Elle a été présidente de la commission des affaires sociales à la commune d'Abou Clavi. Et quand elle a fait tout ça, et que vous êtes là, et que vous savez très bien que tout le temps, la dame est présente sur le terrain à Glodjibé, pour être proche des populations, vous faites très attention parce que la petite occasion se présente là, on vous met de côté automatiquement. Et il paye sa cash. J'estime que véritablement, il doit s'en prendre à lui-même aujourd'hui pour dire où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai trouvé. Redistribution des cartes. Donc, je pense que dans une sorte de redistribution des cartes. Ce qui s'est passé à Gros maintenant, il revient à l'UP de retrousser ses manches. Parce qu'au-delà de tout, on ne peut avoir a priori que oui, il faut qu'à Jana Sokle aura du succès à Glodjibé, mais attention, n'oubliez pas qu'avec ça, on donne la chance à l'ancien CA, Thomas qui est de l'opposition aujourd'hui à Glodjibé. Et donc, dans cette situation, vous allez voir que quand ils sont allés aux élections en 2020, le BR et l'UP étaient au coude à coude. Mais malheureusement, il n'y avait pas de démocrates aux élections, on a vu un peu le... Maintenant que les démocrates, si les démocrates vont aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que véritablement cette fragilisation, encore qu'il est dit que, parce qu'au-delà de tout, ce qu'on reproche à Bokor aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Il y a bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Ce qu'elle veut dire, c'est que le parti travaille. Ce qu'elle veut dire, c'est que le parti travaille à renforcer la dame. Que le parti travaille à renforcer la dame. Bon, en termes de livre de courrier, il y a ce il faut savoir lire. Il faut savoir lire et écrire. De toute façon, il faut savoir lire, ça permet de faire les courriers qu'on nous envoie, comme vous avez la possibilité de Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent. Merci bien. Excusez-moi, au moment où on est en train de dire tous les enfants à l'école, toutes les filles à l'école, on ne peut pas prendre des gens qui ne savent ni lire écrire. Merci. On revient au parti d'assumer.
Il reviendra en partie d'assumer. Merci beaucoup. Vous restez en place, vous deux, et vous également. Henri Yabonnet, merci beaucoup. Vous allez prendre congé de nous. Nous allons installer une dame à votre place pour le débat qui va suivre. On va parler du mois de la femme. On va parler donc de la journée internationale de la femme et du mois de mars. Anita Marco, c'est notre invitée. Restez avec nous. C'est l'instant édito avec Omar Salouf, mais avant ce plateau, vous allez le constater, ça a connu un tout petit réaménagement, mois de la femme, hommage et honneur donc à la femme béninoise. Elle a sa place sur le grand rendez-vous et vous les représentez, Anita Marcos, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir au plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes timide, répondez. Bonsoir chère belle dame. Voilà. Vous allez bien? Ça va. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez ce mois de mars dédié chaque année dans le monde à la femme? Alors, je le vis bien. Le mois a bien commencé puisque déjà le 7 mars dernier, j'étais à la manifestation organisée par l'Institut national de la femme et conjointement avec le ministère des Affaires sociales. Et donc, c'était tout feu, tout flamme. Il y a eu de belles choses qui ont été dites, de bons bilans qui ont été faits. Et donc, je suis ressortie de là quand même un peu plus heureuse du fait que quand même il y a quelques petites avancées par rapport quand même à l'autonomisation de la femme, à son épanouissement dans notre société. D'accord, épanouissement, autonomisation de la femme, discrimination positive, pardon, tous ces concepts. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure. On va se tourner d'abord un tout petit instant vers notre éditorialiste qui nous dira ce qu'il pense de tous ces projets et programmes dédiés à la femme béninoise depuis des années pour sortir nos femmes, la femme béninoise, de son inconfort, on peut le dire, bien de son retrait d'entretemps. Omar Salouf. Christian, elles représentent 52% de la population béninoise. Elles sont donc majoritaires, mais très peu représentées dans les instances de décision. En effet, on en dénombre actuellement que 5 sur les 24 postes ministériels du gouvernement du président Patrice Talon. À l'Assemblée nationale, le taux de représentativité est de 25%. À la tête des communes, on ne compte que 4 femmes sur les 77 maires. Ce chiffre est réduit actuellement à 3, sans doute par la force des raisons politiques des hommes. Mais pourquoi, Omar Salouf, ces chiffres sont, je dirais, peu? Ces chiffres ne sont pas réluisants quand on sait que les pouvoirs publics n'ont jamais cessé, depuis plusieurs années, d'accentuer leur politique publique sur la promotion de la femme béninoise. Les discours flatteurs et les promesses politiques contrastent avec la réalité des chiffres et le vécu des femmes. Tout semble être mis en œuvre pour leur accorder des faveurs. D'aucuns diront même que le 8 mars n'est qu'une date pour les contenter. Constamment manipulées comme des marionnettes, peu de femmes savent réellement de quoi est faite la loi en leur avantage. Même dans le rang de celles qui sont instruites, très peu osent prendre des initiatives ou des risques pour faire bouger les lignes. Elles sont pour la plupart confinées par les réalités socio-culturelles et ce, malgré les efforts des gouvernements successifs. Depuis bientôt 10 ans, une politique plus structurée et plus valorisante est mise en œuvre pour la promotion des valeurs féminines. La nouvelle formule de l'Institut national de la femme en est une illustration parfaite. Une batterie d'initiatives replace la femme dans ses attributs de mère de la société depuis la base. Il y a eu des avancées, malgré ces avancées, Omar. Qu'attendent les femmes pour se lever, briser les barrières et prendre, je dirais, leur destin en main? Le poids de la société et les réalités traditionnelles ne militent pas en faveur des prises d'initiative par les femmes. Tout ne peut se corriger en un temps record. Les efforts consentis aujourd'hui vont porter leurs fruits avec le temps. Mais sans doute que les femmes elles-mêmes ne voudraient pas qu'on passe d'une société patriarcale à une société matriarcale. Je reste convaincu que ce qu'elles souhaitent,
ce n'est pas les petites faveurs à travers des lois de contentement, c'est qu'on arrête plutôt de les manipuler à des fins politiques, que leurs droits soient reconnus et respectés et que les réalités sociétales pèsent beaucoup moins dans leur épanouissement. Elles sont au cœur de la société, elles sont le cœur de la vie, la flamme de l'espérance. Elles méritent les honneurs, mais pas les faveurs. La justice et non le contentement, des actes valorisants et non des mots flatteurs. Chères femmes, les hommes, par ma voix, vous déclarent encore une fois leur amour inconditionnel. Merci beaucoup, cher chroniqueur. Oui, monsieur, vous épousez. La dame lui dise merci quand même. Oui, merci de tout cœur, au nom de toutes les femmes qui nous suivent. Ça vous touche? Oui, ça me touche. Alors, quelles sont vos impressions quand vous écoutez l'édito d'Omar? Mes impressions sont bonnes, en partie, parce que quelque part, il n'a fait que dire la vérité. Sur la situation en général des femmes au Bénin, sur les mesures qui ont été prises depuis 2016, si on limite, oui, on délimite à partir de là. Et aussi pour le mot gentil de la fin. Oui. Je crois que le chroniqueur a présenté la situation des femmes au Bénin, même si pour la question des députés au Parlement, je ne suis pas totalement d'accord, parce que ceux qui ont voté la loi parlant de réforme, il faut mettre la femme en valeur, n'ont pas été capables de positionner des femmes tête de liste. Les femmes sont positionnées à la dernière position. Oui, et il faut que le parti ait la majorité dans la sélection électorale avant de prétendre avoir une femme. Cela suppose qu'il y a encore du chemin. Donc à ce niveau, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que les gens les hommes tentent de flatter parfois les femmes, et les femmes, bon, pas... Malheureusement, elles tombent dans le piège, elles concèdent ça et puis elles rentrent dans le jeu. Sinon qu'en réalité, je pense que les femmes aujourd'hui méritent mieux. Méritent mieux en ce sens que moi, je suis homme. Je ne suis pas du courant des féminismes, mais je pense que nous avons assez longtemps expérimenté la gouvernance avec les hommes et nous savons ce que ça veut dire, nous savons ce qui se passe. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas correctes également aussi. Hein. Il y a les mots doux de Omar. Je pense que on va envoyer ça. On va envoyer ça à ces femmes-là qui sont encore dignes, qui ont encore un peu de dignité, pas celles qui sont un griffe, la racaille sur les réseaux sociaux et qui mélangent féminisme et injustice ou pardon irrespect ou indiscipline. Je ne veux pas tout ce que vous voulez. Je pense que véritablement il y a une catégorie de femmes aujourd'hui qui méritent qu'on leur donne des honneurs, qu'on les valorise et qu'on les aide à monter. Je pense que c'est très important. Oui, Marc. Oui, lorsqu'on s'appuie sur nos traditions et on se rend compte en réalité que la femme a été toujours reléguée au second rang. Vous êtes un peu timide. Parce qu'on parle des femmes que vous êtes timide. Oui, parce que j'ai une grande considération pour les femmes et je les estime beaucoup. Comme il y a quelques instants, vous étiez. Comme le disait l'autre président, je vous aime. Je vous aime. Et oui, donc, la situation de la femme, oui, ça a évolué chez nous. Ça a évolué chez nous jusqu'à, en tout cas à partir de 2016-2017, même au niveau du code du travail, il y a eu des améliorations par rapport au fait de pouvoir rendre équitable la valorisation salariale au niveau de la revalorisation salariale au niveau des femmes avec les hommes. Et donc il y a en tout cas du changement en ce qui concerne quand même l'amélioration des conditions liées à la femme. Et on ne peut que louer cela parce qu'à une époque donnée, on n'était pas à ce niveau-là. Et tout ce qu'on va espérer à présent, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait déjà. Et cela également, ça dépendra des femmes également qui doivent comprendre leur importance dans la société. Vous savez, au niveau de l'administration ou bien dans certaines classes de la société, il y a un certain rôle qu'on dévoue à la femme, où la femme a cette responsabilité-là. Il y a des postes qu'on a beaucoup plus de facilité à confier à la femme. Et donc, il va de cela que certaines femmes quand même prennent la responsabilité des choses et pour pouvoir commencer par occuper un certain nombre de postes très clés et très responsables, quitte à essayer d'équilibrer les choses, parce que lorsque vous avez le moins, il y a toujours le plus qui doit être là pour pouvoir mieux équilibrer les choses. On parle d'équilibre, on parle je crois que je ne suis pas d'accord pour le fait que les gens disent que c'est à partir de 2016 qu'on a amélioré la situation des femmes. N'oubliez pas que par le passé, on a quand même 30% de femmes au gouvernement. Première chose. Et n'oubliez pas que dans ce pays, un ancien président a décrété la gratuité de la scolarité pour toutes les filles. Même si à un moment donné, on a suspendu ça, on a ramené ça sous une forme, ça c'est pas pourtant la... Je peux vous dire que
il y avait déjà un travail quand même. Et il y a aussi quand même, quand on parle, puisque après les gens vous diront qu'il y a la microfinance, c'est des choses qui existaient quand même. On peut apprécier le fait que l'éditeur qui est parti. Elle est mieux placée pour nous dire un peu si la situation de la femme a véritablement évolué et comment elle trouve ça. Oui. Voilà. C'est vrai qu'avant 2016, il y avait des mesures qui étaient prises. Mais personnellement, en tant que femme, je ressens beaucoup plus les changements depuis 2016. Oui, et ça se ressent. Ça se ressent d'une certaine façon parce que quand on prend par exemple le projet SWED, qui est dévoué à la cause de la scolarisation des filles. Quand on prend la création de l'INF dont on a parlé tout à l'heure. L'INF qui existait déjà, il y a une réforme. Ça existait déjà. On va lui permettre de se prononcer. Voilà, oui, le projet n'a pas commencé en 2016. Pardon. La création des marchés. Je pense que tout ça concourt quand même à un certain épanouissement. Oui, les nouveaux marchés, voilà, parce que j'ai quand même pu suivre des femmes qui ont pu exprimer leur bonheur, leur joie, leur bonheur, leur aisance d'être dans... Il y a donc un changement de situation. De situation dans toutes les catégories, j'ai envie de dire, parce que politiquement, on a parlé de la loi de la représentativité, la meilleure représentativité des femmes à l'Assemblée. Bon, ça c'est encore... Vous n'êtes pas encore totalement satisfaite. Non. C'est quand même un effort. Il y a un effort. Maintenant, j'estime que celles qui en ont bénéficié, il faut que je choisisse bien mes mots, doivent nous montrer que effectivement on a eu raison de les envoyer. Vous ne les sentez pas? Elles ne sont pas... elles n'impactent pas. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui essaient quand même de se démarquer, mais il y en a qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas bouger. Enfin, m'excuse, moi c'est ce que je pense. Madame Anita, je pense qu'il faut appeler Chacha. Celles qui sont envoyées à l'Assemblée nationale, on ne les sent pas. Véritablement. On ne les sent pas dans l'animation de la vie politique. Ce n'est pas aller donner des dons qui comptent, mais c'est de prendre la parole à l'Assemblée nationale pour défendre les questions qui sont liées à la femme. On ne les sent pas. Mais lorsque vous le voyez de ce côté, tout à l'heure, en évoquant, moi je dis, il faut tenir compte, d'accord, de la base de notre société, où on n'avait pas habitué la femme à prendre la parole généralement. Et même dans cette contexte, dans les clivages politiques, est-ce que ces hommes politiques qui militent même à ce que la femme soit représentée laissent assez la femme prendre la parole à un moment donné? Et c'est justement ça, parce que ce n'est pas que les femmes n'ont pas cette volonté, mais si vous avez même cette volonté et que même en votre sein, c'est ceux qui même essaient de vous promouvoir, c'est eux qui sont même encore là à vous couper le pont, à vous empêcher de pouvoir mieux vous exprimer. Parfois, la femme se voit limitée. En même temps, la mère... On a vu une femme députée monter au créneau pour dire on m'a empêché de parler. Non, elles ne le feront pas parce qu'on ne les a pas éduquées comme ça. Justement, il faut remarquer cela également. Oui, allez, vous savez, on a connu des femmes dans ce pays qui ont été au devant de la scène. Merci. C'est pas qu'on leur a dressé un tapis rouge. Quelques-unes. Quelques-unes. Mais celles-là doivent servir d'exemple. Et on en a une qui est également en détention. Nous avons vu Rosine Vieira Soglo prendre la parole pendant pratiquement 30 ans dans ce pays. Elle devrait servir d'exemple à celles qui aujourd'hui représentent tout le peuple à l'Assemblée nationale. Quand on dit que les femmes n'opinent pas à l'Assemblée nationale et que les hommes les empêchent, c'est comme si on devrait d'une manière particulière leur donner la parole. La parole, ça se réclame. Même sur ce plateau, on réclame la parole, on la prend et on dit ce qu'on pense. Et donc, moi, j'ai l'impression que on nous a dit de venir nous asseoir, nous sommes assises ici, je parle des femmes, et puis c'est tout. Et il n'y a pas de prise d'initiative. C'est vrai qu'il y a le côté poids de la société, les réalités de la société, et la femme est souvent reléguée au second rang, mais quand on envoie à l'Assemblée nationale une femme qui n'avait pas l'habitude d'être au devant de la scène, c'est normal qu'elle reste assise. Je voudrais faire remarquer un aspect. Dans le parti politique, il y a les
pas lui permettre. Justement, c'est ça également. Vous aussi, vous l'empêchez. C'est ça également le débat, c'est ça que vous voulez faire aujourd'hui. Vous l'empêcez déjà, même sur le plateau, elle est en minorité. On ne veut pas laisser la parole. Mais c'est ce que j'essaie de faire. J'ai dit, étant donné qu'elles sont militantes, si je suppose qu'elles ont toutes été sélectionnées dans les partis, et que peut-être elles ont été habituées à prendre la parole à un moment donné ou à participer à des activités de leur parti, je me demande ce qui empêche qu'à l'Assemblée, elles puissent se lever et puis s'exprimer, parler, monter le ton, comme on dit, comme le font les autres. Les règles ont changé. Il y a une discipline de groupe qu'il faudra forcément observer. Est-ce que la discipline empêche qu'on parle? Alors, on a vu une députée voter contre, vous savez ce dont je parle. Comment est-ce que, pratiquement dans sa famille politique... Donc, on nous dit qu'il y a le problème est là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra forcément améliorer pour que les droits de la femme, la représentativité de la femme, en tout cas tout ce qui ira à l'avantage de la femme soit aujourd'hui? Je pense que tout part de l'éducation. Et ça a commencé par les sensibilisations qui se font pour que, obligatoirement, les filles aillent à l'école. Après, il faudrait peut-être que, et les parents, et à l'école, on puisse revoir est-ce qu'il faut appeler ça formation? Parce que plus les années augmentent, plus les défis sont nombreux pour la femme, mais moins en classe ou dans les collèges ou ailleurs, ce qu'on leur enseigne, ce qu'on continue de leur enseigner est resté statique, le même. Or, on est dans un monde qui est en pleine révolution, en plein changement, notamment par rapport au leadership des femmes. Oui. Donc, je pense que c'est dès la base qu'il faut déjà leur inculquer un certain nombre de valeurs qui pourraient leur permettre plus tard de faire tout ce à quoi on aspire aujourd'hui. On prend votre exemple, qu'aujourd'hui vous prenez la parole, vous êtes influente, vous influencez votre environnement, c'est parti de l'éducation. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle est producteuse, elle est écrivaine, tout ça. Elle n'est pas influenceuse. Oui. L'aisance que vous avez, vous, c'est parti d'où? Les lois, les tests? Non, même pas. Est-ce qu'on a forcément besoin de lois, de tests? Non, on n'a pas forcément besoin de lois et de tests. Encore que moi, j'ai commencé très tôt, mon papa est parti très tôt. Donc, toutes les conditions, j'ai envie de dire, n'étaient pas forcément réunies pour qu'on dise que, bon, dans le contexte familial, elle a été une enfant gâtée. J'ai été élevée par ma mère toute seule. Et donc, c'est pas comme si on m'avait obligé ou on avait tenu ou gardé le bâton derrière moi pour dire il faut. C'est parce que je crois que personnellement, j'ai des ambitions en tant que femme. Ensuite, il y a des modèles que j'ai peut-être suivis et qui m'ont inspirée. Et après avoir suivi un modèle, il faut impacter par sa propre marque. C'est-à-dire le fait d'être journaliste, tout ce que vous avez cité, chroniqueuse, écrivaine aujourd'hui, c'est ma manière à moi de m'exprimer, de dire ce que je pense et d'impacter la société à ma façon. Parce que écrire, c'est éduquer aussi. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de déclic particulier. Je crois que c'est aussi dû à l'éducation rude et carrée. L'éducation rude et carrée, c'est-à-dire on vous a mis dans un moule. Et on te dit, tu n'as pas le droit de flancher. Tu dois réussir. Et après, toi-même, tu te dis, il faut rendre fier les parents, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a plusieurs contextes, paramètres qui entrent en ligne de compte, selon moi. Moi, je pense personnellement que le leadership féminin a changé de périmètre, a changé de champ. Oui. Quand on prend aujourd'hui un nombre important de femmes qui préfèrent se confiner sur les réseaux sociaux pour s'appeler, comment on appelle, TikTokeuses, influenceuses et tout, alors qu'il y a un autre coach, voilà. Alors qu'il y a un autre champ d'expérimentation de ce leadership-là, les partis politiques, les associations de développement, les associations de jeunes et tout, les filles, je dirais, ou les femmes n'ont plus cette facilité à aller vers ces champs d'exercice-là pour se former. Elles préfèrent rester sur les réseaux sociaux et se disent leaders
écrivent, bavardent et disent tout ce qu'elles veulent, croyant que les vues, les likes et tout font d'elles des gens déjà à un certain niveau et que ça leur permet d'être comptés parmi celles qu'on doit respecter dans le pays. Les pouvoirs publics travaillent à autonomiser la femme, à l'émancipation de la femme, en tout cas tous les projets mis en œuvre pour que on change un peu le visage de la femme, surtout chez nous au Bénin, qu'elle soit beaucoup plus imprégnée des questions de société et bien d'autres choses. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce qu'apparemment on n'a pas réussi à trouver le moyen, le mécanisme pour limiter un peu l'impact, je dirais, négatif sur les efforts des gouvernants. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup plus d'impact négatif que ce qui se fait. C'est la vérité. Le 8 mars a été célébré comment dans notre pays. L'INF a organisé des activités. J'ai pu voir Richard Flash organiser, elle mérite tout au palais des congrès, d'accord. Mais quand vous allez dans d'autres régions, vous voyez les femmes organiser des fêtes, des marches avec fanfare, entonnoir sur la tête, danser. Pas de journée de réflexion. Les journées de réflexion, c'est réservé à l'élite féminine. Oui, pas de réflexion, pas de sensibilisation. Donc cela suppose qu'à un moment donné, je pense que le 8 mars doit être célébré davantage dans les universités, dans les écoles, pour impacter les filles, pour leur montrer les modèles de la société. Mais cette manière d'organiser des fêtes avec les entonnoirs... Est-ce que vous ne pensez pas que ça a quand même évolué? Il y a quelques années en arrière, dans les ministères et bien d'autres, la journée internationale de la femme, c'était une occasion de fête. Il n'y avait pas de réflexion. La connotation fête est en train... La nouvelle stratégie, c'est qu'on ne fait plus fête dans les ministères le 8 mars. On fait en différé. Et quand on fait en différé, c'est toujours les mêmes habitudes qu'on ramène. Avec les tissus. Avec les tissus, c'est les mêmes habitudes. En réalité, on ne veut plus faire ça au 8 mars pour être vu par le leader, parce que le leader n'aime pas ça. Mais on diffère, et puis après, on fait les mêmes choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit impacter, ça doit interpeller les femmes. Les femmes modèles doivent être enseignées dans nos universités, dans nos écoles, dans les centres d'apprentissage aux filles pour dire attention, voilà. Puisque en fait, les enfants ont tendance à prendre le modèle de TikTok aujourd'hui comme un modèle, une valeur. On peut effectivement, le 8 mars, organiser des projections à propos justement de ces femmes modèles. On peut distribuer des livres dans les écoles, organiser des activités qui vraiment permettent aux filles et aux garçons également de se concentrer sur l'essentiel, d'avoir à faire. Parce que peut-être le fait d'être en crise, de ne pas avoir grand-chose à faire ou d'être oisif et d'avoir quelques petits sous pour acheter les forfaits et tout, facilite le fait qu'ils viennent directement sur les réseaux. Et malheureusement, sur les réseaux, ce n'est pas toujours ce qu'il faut qu'ils apprennent. Tout passe par là. J'ai vu l'Institut national de la femme organiser Bénin révélé pour faire... Elle se révèle. Oui, elle se révèle, voilà, elle se révèle. J'ai vu que cette initiative n'a été... il n'a été associé que des femmes d'une certaine de l'élite. Il serait préférable que ça descende vers la base, dans les écoles, dans les associations. Le 8 mars dernier, la présidente de l'INF, dans son discours, a exprimé le désir pour les prochaines éditions d'associer les jeunes filles, de les entendre parler, de leur donner la parole et de savoir, voilà, parce que c'est ce qu'elle a dit le 7 mars dernier, et de savoir réellement ce qu'elles attendent, ce qu'elles veulent, et de leur dire de quelle façon on peut les soutenir, les aider à aller vers l'essentiel. Je crois que c'est la ministre des Affaires sociales qui avait une initiative que j'apprécie le plus. Les sensibilisations, elle est en face des écoles des filles, elle leur parle en réalité. Donc je crois que l'INF aujourd'hui, nouvelle mouture, doit pouvoir s'intéresser davantage. C'est vrai qu'il y a des points focaux dans les départements. Mais aujourd'hui, avec les points focaux, maintenant, il faut davantage travailler. J'estime qu'aujourd'hui, même pour parler de la femme, il ne faut pas que l'INF s'accentue seulement sur la situation de la femme. Il faut parler aussi aux garçons. Parce que l'INF, aujourd'hui, on parle d'accroissement des plaintes liées au VBG, par exemple. Mais le fond, quand vous sensibilisez la femme seule, l'homme n'a pas l'information. L'homme n'a pas l'information, il y a un problème. Donc, j'estime qu'il y a un problème d'abord d'éducation pour les femmes, mais il y a un problème de sagesse à davantage enseigner aux garçons. Et donc, les sensibilisations dans les écoles, dans les communes, doivent en fait impliquer et garçons et filles pour que dans 5 ans à 10 ans, nous ayons un état
dépouiller totalement des VBG. Oui, c'est vrai que depuis un moment, je n'ai pas voulu parler parce que je voudrais quand même que Anita puisse beaucoup plus opiner sur la question afin de pouvoir faire ressortir tout ce qu'on est en train de dénoncer ici en ce qui concerne la femme. Et c'est pour ça que moi, je voudrais quand même déjà qu'à base du cocon familial, qu'on commence déjà à inculquer à nos enfants filles déjà cet esprit de militantisme, cet esprit où elles doivent déjà commencer par s'affirmer et entretenir avec elles des questions politiques, des questions sociales et également d'autres questions entrepreneuriales également. Et donc ça pourra leur donner quand même des idées à ce qu'elles commencent déjà par initier des projets, à vouloir commencer par participer à des événements qui sont organisés ici et là pour pouvoir montrer en réalité leur émancipation par rapport à la classe en général. Et donc c'est pour autant, je voudrais quand même demander à l'État de nous dire peut-être quels sont les projets que vous avez en tant que femme leader aujourd'hui pour pouvoir quand même essayer de faire remarquer beaucoup plus la représentativité féminine au sein de votre entourage et au sein des jeunes femmes qui sont comme vous, qui sont de votre génération. Oui, déjà, j'ai envie de dire que, prétention mise à part, je suis quand même heureuse d'avoir des retours chaque fois que je produis une chronique destinée à éduquer ou à présenter le parcours peut-être d'un leader ou d'une leaduse. Il y en a qui le disent déjà. Oui. J'ai quelques actions comme ça. Par exemple, il y a des sessions littéraires que j'organise avec les plus jeunes. Déjà, on en a déjà fait 4 éditions. Et malheureusement, beaucoup de parents ne s'y intéressent pas. Donc, on a quand même, on a des enfants inscrits, mais ce n'est pas forcément le nombre qu'on souhaite avoir. Donc, il y a j'ai quand même des retours de certains parents qui sont contents parce que dès que les enfants rentrent et qu'ils essaient de faire le point avec eux, ils sont contents de savoir qu'ils ont appris tel et de savoir qu'ils ont pris la résolution de lire 2, 3, 4 livres avant la prochaine session. Il y a aux côtés, par rapport aux livres que j'ai eu à présenter déjà, il y en a à qui j'en ai offert juste pour leur permettre de lire déjà et de me faire des retours. Et les retours sont bons. C'est-à-dire que moi, à ma manière, et pour l'instant, selon les moyens que j'ai, je suis contente d'avoir des retours de certains déjà qui ont dit j'aimerais être comme vous quand je serai grande, j'aimerais aussi écrire, j'aimerais avoir la poigne dans la prise de décision, la prise de parole. Donc, je crois que petitement, vous contribuez à construire une société où on respecte la femme, on respecte l'homme également. Et où la femme peut prendre la parole. Justement, attendez, pour les femmes de votre génération, quelles sont les actions que vous menez envers elles? Comment vous collaborez? Est-ce que vous pensez qu'elles, à part celles qui se battent pour le féminisme et autres, qu'est-ce que... Non, pour les femmes de ma génération, c'est pas comme si vraiment il y avait là tout de suite une activité ou un projet pour les ramener vers moi. Mais il y en a plusieurs qui me contactent inbox, qui ont besoin de conseils. Voilà, et j'essaie, avec ma petite expérience, non, je ne les coach pas. J'essaie, voilà. Donc, je ne suis pas obligée de publier chaque fois ou de dire partout, tel m'a contacté. Mais c'est pour dire qu'en attendant qu'il y ait de plus grands projets, plus impactants, à mon niveau, j'essaie de collaborer avec. Question, et ce sera la dernière réponse. En même temps qu'il y en a qui vous contactent pour avoir des conseils, il y en a qui vous combattent également, n'est-ce pas? Parce qu'elles estiment que vous êtes dans une posture qui n'arrange pas forcément le plus grand nombre. Maintenant, est-ce que dans votre imaginaire idéaliste, vous voyez un monde ou un Bénin où les femmes ont le pouvoir totalement et que la situation se renverse, quoi? Est-ce que vous voyez ça? On pourrait avoir une femme comme chef d'État. Oui, est-ce que un gouvernement de 24 membres serait constitué de 20 femmes et de 4 hommes, par exemple? Oui, j'ai ça dans... Donc vous voulez une société matriarcale? Non, pas matriarcale. Je pense qu'on peut garder la société telle qu'elle, mais qu'on peut équilibrer un peu les choses. Et je pense aussi que oui, progressivement, si les choses évoluent comme actuellement, et si les
femmes sont plus engagées, on peut y arriver. Mais il faut qu'elles s'engagent d'abord. Oui, mais moi, aussi, là, sa question. Vous avez posé une question? Oui, le poids de la tradition fait, je voudrais faire remarquer un aspect, en fait. Le poids de la tradition fait parfois que, même vous, en tant que parents, et que moi, en tant que parent, on protège tellement les filles qu'on ne veut pas les laisser s'ouvrir au monde parfois pour certaines orientations. Alors, c'est ça qui fait que parfois, certaines filles sont réticentes peut-être de faire un projet que vous avez, par exemple, ils se disent, c'est ma fille, elle préfère laisser le garçon, par exemple, aller. Mais en les protégeant, on n'a pas le réflexe de les empêcher d'aller regarder les fois sur les réseaux. Votre question, oui. Un conseil à vos jeunes sœurs qui, en réalité, tous les jours rendent indigne la jeune féminine. Alors, c'est de leur... J'ai envie de leur demander de rester sur l'essentiel, de ne pas être dispersé, d'avoir une ambition. Parce que je pense que quand on a une ambition, on se donne les moyens d'y arriver. Il ne faut pas se laisser distraire, des ambitions nobles, justement. Il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qui est autour et qui, excusez-moi, n'en vaut pas la peine. Il faut aller à l'essentiel. Il faut peut-être viser haut, viser loin. Plus on vise haut, plus on a envie d'y aller. Il faut avoir des modèles sains, de vrais modèles de réussite. Ne pas forcément faire comme eux, mais essayer de... Voilà, c'est mon conseil. Et arrêter d'étaler leur nature sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, Anita Marcos, journaliste, chroniqueuse, écrivaine. Mais pas lideuse. Lideuse. Femme leader. Non, je préfère ça, femme leader. En attendant que lideuse ne soit officialisée. Merci à vous, Omar Salouf. Merci à vous, Laurent. Merci à vous, Marc. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous, au 8 mars, merci aux femmes. Chers téléspectateurs, et merci à vous tous, à toute l'équipe technique. Au revoir.